Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La Guinée a rendu hommage ce samedi à l'ancien Premier ministre Jean-Marie Doré. Une cérémonie de recueillement s'est tenue au Palais du Peuple en présence notamment d'amis et familles ainsi que de compagnons de lutte politique. Élection présidentielle nigérienne, la campagne bat son plein et les femmes qui constituent plus de la moitié de l'électorat représentent un enjeu considérable dans cette campagne. Puis nous nous intéresserons au patrimoine architectural de la Guinée équatoriale. Nous nous rendrons sur l'île de Bioko. C'est à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, réaction du camp Gbagbo suite à la divulgation des identités de 4 témoins lors d'une audience à huis clos ce vendredi. Boubacar Koné, membre du Front populaire ivoirien, estime que le parti doit se montrer plus vigilant après cet impair. Le camp du président Alassane Ouattara estime quant à lui que la divulgation de l'identité des témoins ne change rien au cours du procès. De son côté, la Cour pénale internationale a annoncé l'ouverture d'une enquête sur cette affaire. Et dans le reste de l'actualité en Guinée, un hommage national a été rendu ce samedi 6 février à l'ancien Premier ministre Jean-Marie Doré qui a perdu la vie le 29 janvier dernier. La cérémonie d'hommage à l'ancien président de l'Union pour le progrès de la Guinée s'est déroulée au Palais du Peuple. Et pour beaucoup, il était avant tout un fervent défenseur de l'unité de la Guinée. Un reportage de notre correspondant en Guinée-Conakry, Emmanuel Milimono. Hommage de toute une nation à celui qui a marqué l'échiquier politique en Guinée. Jean-Marie Doré a reçu les honneurs de tout le peuple de Guinée à l'occasion de l'exposition de sa dépouille ce samedi 6 février 2016 au Palais du Peuple de Conakry. L'ancien Premier ministre de la Transition laisse dans la mémoire commune l'image d'un homme à plusieurs dimensions. Acteur et témoin privilégié de toutes les générations d'hommes politiques, Jean-Marie Doré a pris part à tous les changements majeurs qui ont marqué la Guinée. Son attachement à l'unité de la nation et aux valeurs de la République ont été rappelés et bien rappelés. Je pense que ceci est une illustration éloquente de la grandeur de l'homme. Cette unanimité, cette reconnaissance, cet hommage rendu à un de nos frères qui vient d'être rappelé à Dieu. Il avait une capacité de persuasion irrésistible. Né le 18 juin 1938 à Bossou, dans la préfecture de Lola, au sud-est de la Guinée, Jean-Marie Doré est l'un des premiers acteurs politiques guinéens apparus à l'occasion de l'ouverture démocratique du pays en 1984. L'homme était connu pour son adaptation à toutes les circonstances politiques, tantôt de la mouvance, tantôt de l'opposition. Ses pairs lui reconnaissent surtout ses prises de position parfois tranchées quand il s'agissait de la défense de l'intérêt national. Il a été un grand monsieur, il a été un grand animateur de la vie politique depuis 1992. On l'a dit tout à l'heure, il a fait partie avec le professeur Alpha Koné, le professeur président de la République, avec M. Siradou Diallo, avec Bamamadou, le quatrion qui a animé la vie politique guinéenne et qui est à l'origine du projet de démocratisation. Président du parti UPG, Union pour le progrès de la Guinée, c'est lui que les forces vives de la nation choisiront pour diriger la transition en 2010 et organiser les premières élections pluralistes du pays. Sa politique, mêlée d'une bonne dose d'humour et de pragmatisme, a souvent fait de lui un repère dans les situations ambiguës. Celui que ses pairs surnommaient Lapin Doré savait tirer profit des enjeux politiques. Il était surtout un opposant qui ne manquait pas de saluer des actes positifs posés par ceux auxquels il était idéologiquement opposé. Le député Jean-Marie Doré laisse derrière lui une femme et 5 enfants, une nation attristée par sa disparition et une jeunesse à la quête d'un repère. La campagne en vue de la présidentielle se poursuit au Niger. Plus de 7 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Les femmes représentent plus de la moitié de ces électeurs. Certaines s'investissent dans les campagnes. Elles constituent ainsi une force de mobilisation focus sur 2 groupes, les Rossignols et les Merveilles, qui animent les meetings de l'Union pour la démocratie et la République, le parti dont est candidat Amadou Boubacar Cissé. Un reportage de notre envoyé spécial au Niger, Oliva Diakotan. La troupe Rossignol est en ordre de bataille pour la victoire du candidat de l'Union pour la démocratie et la République à la présidentielle de 2016. Elle est composée quasiment de femmes depuis 1999 pour valoriser les actions de développement du leader du parti.
À travers des chants, surtout en langue locale, le contenu du programme de société de Amadou Boubacar Cissé est expliqué aux populations. Nous mettons nos voix au service du parti depuis 17 ans. Notre leader croit au développement du pays. C'est un homme intègre. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés pour sa victoire. Amadou Boubacar Cissé, c'est la solution car il veut miser sur la jeunesse et les femmes pour une prospérité pour tout le Niger. C'est le message que nous véhiculons aux électeurs dans nos chansons. Une quarantaine de femmes ont également formé notre regroupement dénommé Les Merveilles au sein de ce parti. Ces Amazones vont régulièrement au contact de la population féminine pour conquérir cet électorat. Elles adoptent plusieurs stratégies comme du porte-à-porte ou les rassemblements de masse pour vulgariser les actions de leurs candidats. Nous savons que les femmes sont capables de diriger, mais pour le moment, nous voulons que les hommes posent les fondations solides pour notre pays. Nous les accompagnons dans ce combat et nous sommes toujours à leur côté pour atteindre cet idéal. C'est notre complémentarité et cela fera du bien à notre pays. 15 candidats prennent part à la présidentielle de 2016 au Niger. Mais aucune femme n'a postulé pour occuper la plus haute fonction du pays en 2016. Mariama Hamidou était candidate lors de la présidentielle de 2011 et elle a obtenu moins de 1% des suffrages. Lancement au Sénégal du Dakar Business Hub. Concrètement, il s'agit d'une plateforme axée sur l'échange des idées liées au développement de l'Afrique, faire en sorte que les questions économiques soient au cœur des débats. C'est le pari de ces acteurs du développement. Un reportage de Deva Panzou. C'est dans le but d'apporter une contribution positive et pertinente des acteurs de développement, conscients de leur devoir patriotique, qu'a été ouvert ce vendredi le Dakar Business Hub. Plateforme d'échange à politique conviviale et professionnelle, le Dakar Business Hub a pour ambition de produire des idées innovantes couvrant les questions socio-économiques liées au développement de l'Afrique. Dakar Business Hub a été mis en place principalement pour encourager le débat économique, le débat sur les investissements. Et aujourd'hui, on a pu mettre en place une plateforme qui a regroupé un certain nombre d'acteurs économiques, notamment le privé-privé, les fonds d'investissement, que ce soit du côté de l'État ou du côté des privés. Le thème du jour a donné l'opportunité aux panélistes de plancher sur le rôle de l'État dans le développement du secteur privé. Certains chefs d'entreprise estiment que le gouvernement ne joue pas son rôle de régulateur face à la concurrence internationale. Aujourd'hui, je ne peux pas aller en Turquie et puis investir et qu'on me mette sur le même pied d'égalité que les Turcs. Ce n'est pas possible. Donc quel est le rôle de l'État? Nous, on attend encore. Les champions nationaux ont un rôle à jouer. Et nous sommes prêts à le faire, mais il faut quand même qu'on attende ce soutien, on va dire, du gouvernement sénégalais. Il faut que les entreprises africaines travaillent ensemble et qu'on se mette ensemble et que l'État nous aide à préserver aussi cette partie de notre marché ici au Sénégal et dans d'autres pays, éventuellement comme en Côte d'Ivoire. Le Dakar Business Hub est une plateforme entièrement ouverte et non exclusive dans le but de générer des énergies positives. Il aura lieu tous les 2 mois sous la forme de panels de discussion avec pour finalité d'impacter de façon positive et réelle le développement socio-économique de la sous-région ouest-africaine. On se rend en Guinée équatoriale à présent à la découverte du patrimoine architectural de l'île de Bioko. La ville de Malabo, située sur la côte nord de l'île, dispose de joyaux architecturaux hérités de la colonisation espagnole, notamment la cathédrale de Malabo inaugurée en 1916. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de mettre en lumière ce patrimoine car il pourrait être un facteur de développement et représente dans le même temps un attrait touristique. Un reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. C'est l'un des atouts touristiques de la Guinée équatoriale. Malabo, la capitale du pays, recèle de nombreuses richesses architecturales datant de l'époque coloniale. Parmi les édifices qui constituent le fondement de la ville de Santa Isabel, aujourd'hui appelée Malabo, cette maison, construite au milieu du 19e siècle, chargée d'histoire, elle s'appelait à l'origine la Casa Moritz, une dépendance commerciale allemande. La Casa Verde, comme on l'appelle, du fait de sa couleur verte, fascine plus d'un et est restée présente dans les cartes postales du pays. Autre richesse de ce patrimoine, la cathédrale de Malabo. Aujourd'hui centenaire, la cathédrale est depuis sa construction un des monuments les plus emblématiques de la ville.
La cathédrale a été inaugurée en 1916 avec la première messe, mais les tours ont été opérationnelles en 1924. On les appelait les tours Alfonsina et Claudina. Alfonsina pour le roi Alphonse XIII et Claudina pour le maquis Claudio López Bru. 90% de la Guinée équatoriale est catholique et donc une partie de l'histoire de ce pays vient de ce temple qui est la cathédrale de Santa Isabel. La sangre que corre por este pueblo es la que se ha irradiado. Le patrimoine architectural de l'île de Bioko compte près d'une vingtaine d'édifices. Avec le besoin de modernité, certains ont été détruits comme cet édifice. La première mairie de Malabo, construite en 1903. Passionné de cette architecture du passé, Carlos Mvo-Obama organise une fois par semaine des visites pour aller à la découverte de ce patrimoine. Ce patrimoine est un héritage très important parce qu'il témoigne de ce qu'est le fondement d'une ville, de par son histoire, sa civilisation et les différentes étapes qu'elle a pu traverser. Le patrimoine architectural sert aussi de base aux étudiants qui ont pour ambition d'apprendre l'ingénierie civile ou l'architecture. Du style gothique au style balnéaire, le patrimoine architectural de Malabo témoigne de l'éclectisme de l'architecture héritée de la colonisation espagnole. Aujourd'hui considéré comme une richesse culturelle, le ministère du Tourisme a lancé un recensement afin d'inventorier ce patrimoine bâti lors de la colonisation et qui doit être un argument de plus pour visiter le pays. Un point à présent sur le championnat d'Afrique des Nations. Place à la finale ce dimanche 7 février pour le dénouement de cette compétition qui se déroule à Kigali au Rwanda. En finale donc, la République démocratique du Congo affrontera le Mali. Et sachez également que ce dimanche à partir de 14h heure rwandaise, la Guinée sera face à la Côte d'Ivoire pour la 3e place du CHAN 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.